Merci de rester avec nous pour décortiquer les faits saillants de l'actualité, le grand débat. Pour en parler, nous recevons ce soir sur ce plateau Amadou Demba Diallo, militant APR, conseiller départemental à Matam, mais également professeur d'histoire-géographie. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. À ma gauche, Aldiouma Sow, il est le coordonnateur de la section communale de Somone, également secrétaire général des opérations électorales du parti PASTEF. Monsieur Sow, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, est-ce que vous connaissiez avant de vous rencontrer sur ce plateau? Bon, moi je dirais que c'est la première fois que je rencontre physiquement mon grand frère Amadou Demba Diallo. On a eu quand même l'opportunité d'échanger souvent dans les réseaux sociaux, Facebook. Et c'est l'occasion quand même de reconnaître ses qualités de débatteur. Vraiment, c'est une personne qui est mesurée, avec laquelle on aime débattre souvent, mais qui a seulement un seul biais, c'est qu'il appartient à un camp qui est difficile à défendre actuellement, qui est le camp du pouvoir en place. Tellement ils ont fait des promesses qu'ils n'ont pas respectées, tellement ils se sont dédiés par rapport à beaucoup de choses. Mais à part ça, je pense que c'est quelqu'un avec qui j'ai le plaisir de débattre cet après-midi sur votre plateau. Monsieur Diallo, qu'avez-vous à dire, à répondre sur ce qu'a dit Aldiouma Sow? Merci Samba Arlou pour cette invitation. Je dois avouer que c'est ma première émission télévisée. Je suis plutôt Facebook. C'est aussi un plaisir partagé. Un plaisir partagé de voir le visu le jeune frère Aldiouma Sow, avec qui j'ai eu longuement à discuter sur Facebook. Et c'est pourquoi, quand il nous a été donné l'occasion de pouvoir se retrouver ici pour discuter, c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation, tout en priant tout simplement que nos débats s'inscrivent dans un cadre qui puisse faire progresser le Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le parti APR et PASTEF se regardent actuellement en chien de faïence? Bon, moi je dirais que c'est pas le terme qui ici, d'autant plus que ma conviction c'est que nous ne sommes pas dans une jungle, nous sommes dans un débat politique, nous sommes dans l'espace politique. Et qui dit l'espace politique parle de majorité qui gouverne avec un projet sur la base duquel le peuple lui a fait confiance pour le porter au pouvoir. Et en face également, vous avez des Sénégalais qui aiment leur pays, qui ont également des idées, pas souvent en phase avec les idées sur lesquelles fonctionne la majorité, et qui donnent leur point de vue, tout ça dans un cadre civilisé, et en ayant comme stricte ligne de conduite ou bien comme stricte préoccupation l'intérêt national. Donc c'est des gens à qui nous avons beaucoup de respect, d'estime. La seule chose peut-être que nous ne partageons pas avec eux, c'est leur manière de gérer, c'est leur manière de faire, c'est la gouvernance publique qu'ils ont installée dans ce pays et qui vaut aujourd'hui que nous soyons parmi les 25 pays les plus pauvres, que les indicateurs d'un point de vue économique peinent à répondre à leurs prévisions dans le PSE. Et c'est l'occasion de dire que dans le PSE, quand même, le gouvernement avait prévu qu'à partir de 2016-2017, que la croissance puisse être à 7%. Aujourd'hui, si vous regardez le projet de loi de finances qui sera déposé bientôt par le ministre de l'Économie et des Finances sur la table de l'Assemblée nationale, et les déclarations qui ont été faites dans le premier semestre de l'année 2018, vous voyez que depuis 2014 jusqu'à présent, le gouvernement peine à amener cette croissance à hauteur de 7%. Ce que cela signifie, ça signifie à notre avis qu'au moment où nous parlons au Sénégal, nous n'avons plus de référentiel économique. Parce que les prévisions du PSE se sont révélées fausses. Donc ils n'ont pas pu atteindre les prévisions qu'ils ont faites dans le cadre de leur PSE. Et ces prévisions conditionnent la réussite de ce plan-là pour les années à venir. Donc du coup, on peut dire qu'en matière économique, à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est du pilotage à vue. Tout ce qui est dit au plan économique, pour moi, ça relève tout simplement d'une stratégie de propagande qui consiste pour le gouvernement de faire croire aux Sénégalais à une réalité qui en réalité n'existe pas, parce qu'elle ne s'appuie pas sur quelque chose qui est solide et qui se reflète de manière concrète dans le vécu des Sénégalais. Alors, quand le parti PASTEF, en l'occurrence son leader, Sonko se met à attaquer le parti au pouvoir dont vous incarnez, dont vous appartenez, et ce de manière également trop virulente, est-ce que c'est une démarche, M. Diallo, que vous appréciez, que vous adoptez? Bon, vous le dites, c'est virulent, mais nous l'acceptons parce qu'ils sont dans une opposition politique.
Parce que s'ils ne tiennent pas ce discours-là, je me demande, voilà, c'est le seul discours qu'ils puissent tenir pour pouvoir tout simplement aller à la rencontre des concitoyens, c'est leur dire que le gouvernement n'a rien fait. Mais entre les déclamations et la réalité, il y a tout un gap. Je commencerai par le référentiel dont il a parlé, le PSE, l'objectif qui était d'amener le taux de croissance à 7%. Les estimations qui viennent de sortir, le PIB 2018, c'est 6,9% qui place le Sénégal au rang de 5e pays africain, n'est-ce pas? 5e économie, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique. Donc un pays qui ne marche pas ne peut pas faire ce taux de croissance. Et je dis aussi que depuis 2012 jusqu'à présent, du point de vue du budget, c'est des hausses substantielles qui sont notées. Au point de départ, un budget de 2700 milliards de prévisions en 2012. Actuellement, pour l'exercice budgétaire 2019, on est dans des prévisions de l'ordre de plus de 4000 milliards. Donc, une économie qui ne marche pas ne peut pas faire des prévisions budgétaires de cette nature. Et surtout aussi avec les ambitieux programmes qui sont déployés. La dernière fois, je disais que ce gouvernement-là, il a fait en 6 ans et demi, bientôt 7 ans, ce qu'aucun gouvernement n'a réussi à faire de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, en termes de réalisation, surtout de réalisations qui vont dans le sens de corriger les disparités régionales. Si nous prenons un certain nombre de programmes tels que le PUDC aujourd'hui, le problème du Sénégal de profondeur, c'était un problème de mobilité. Aujourd'hui, il y a des pistes qui sont réalisées dans beaucoup de... Peut-être pas dans tout le Sénégal, parce que le PUDC n'est pas un programme qui a touché tout le Sénégal d'un seul coup, mais dans les régions qui ont été ciblées dans la première phase, partout nous avons des pistes rurales, partout il y a l'accès à l'eau avec les forages qui ont été aménagés, partout il y a l'électrification et surtout les efforts qui ont été faits dans les énergies nouvelles avec le solaire. Tout le monde sait que ce qui a fait partir Wade en 2012 et qui avait démarré en 2011, c'était surtout ce qu'on appelle les émeutes de l'électricité. Aujourd'hui, c'est derrière nous. Aujourd'hui, les Sénégalais peuvent travailler, les ouvriers peuvent travailler, les entreprises peuvent travailler avec pratiquement un courant qui ne coupe plus, entre guillemets. Donc, ça, c'est un travail qui est concret, n'est-ce pas, qui est fait, et de telle sorte que, véritablement, eux, ils peuvent dire que rien n'est fait, mais les Sénégalais qui les écoutent ne le disent pas, les Sénégalais qui les écoutent ne l'acceptent pas. Alors, à entendre Amadou Demba Diallo, le Sénégal est en bonne voie sur les rails de l'émergence. Une vision apparemment ne partage pas Ousmane Sonko. Est-ce que les carences quand même du gouvernement ont été relatées dans ce livre d'Ousmane Sonko, Solutions? Bien sûr, hein, bien sûr. Je pense que tout à l'heure, j'ai manqué de le dire. Nous ne sommes pas dans une opposition virulente, nihiliste. Nous sommes dans une approche bien structurée, bien calibrée, une approche vraiment de projection par rapport à notre façon de mener notre opposition. Parce que quand nous créons PASTEF en 2014-2015, l'objectif de départ, c'était de déconstruire le discours ambiant qui consistait à faire croire aux Sénégalais que tout marche, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Parce qu'au moment où je vous parle, après 60 ans d'indépendance, vous avez 6 000 abris provisoires dans un pays. Et au même moment, vous avez un ministère de l'enseignement supérieur qui vous construit un lit à 34 millions de francs CFA, alors que dans le budget de l'État, on a besoin de 7 millions pour construire une classe. Donc là, ça pose d'abord un problème de priorité. Mais juste pour revenir par rapport aux remarques qu'il a fait tout à l'heure, tout en disant, hein, en continuant un peu, vous me permettez sur ce que je viens de dire, dans la première année, c'était la déconstruction. Donc dans la deuxième année, c'était de faire en sorte que, de révéler ce que les pratiques de malgouvernance qui avaient cours dans le gouvernement actuel.
Et je pense que sur ça, le frère président Ousmane Sonko c'est parfaitement illustré de manière positive en montrant comment les Sénégalais ont pu perdre 90 milliards dans la transaction entre Frank Timis et Timis Corporation, les 90 milliards que celui-là devait reverser au trésor public sénégalais qu'il n'a pas fait, et que les Sénégalais ignoraient que à l'Assemblée nationale, les gens ne payaient pas d'impôts. Et je pense qu'il ne s'est pas arrêté à cela. Pour la postérité, il avait produit un ouvrage, Pétrole et gaz, chronique d'une spoliation, pour montrer aux Sénégalais qu'il y avait beaucoup de fausses, il y avait beaucoup de contre-vérités qui se racontaient sur les ressources naturelles. Et à partir de là, on s'est dit qu'en réalité, nous allons vers une élection présidentielle et c'est le moment de proposer. Et il a senti le besoin quand même de s'enfermer avec ses amis, avec d'autres militants, pour faire un diagnostic global de la gouvernance de ce pays de 1960 à nos jours, et sur cette base de faire des propositions. Et c'est ces propositions qui sont consignées dans cet ouvrage qu'il a intitulé « Solutions » et qui, à mon avis, nous y reviendrons, est à l'origine de tous ces tentatives de diabolisation qui ont cours actuellement dans le pays, mais qui, il faut le rappeler, ne vont rien enlever à notre détermination à départir le peuple sénégalais de ce système de prédation, ce système néocolonial qui est là depuis 1960 et qui empêche au Sénégal de bouger. Maintenant, pour revenir sur ce qu'il venait de dire tout à l'heure, sur le taux de croissance, vous savez, il y a un pays, la Côte d'Ivoire, qui avait, au moment où la Côte d'Ivoire atteignait un taux de croissance de 9% du PIB, de 10%, les enseignants sortaient dans la rue pour demander une amélioration de leurs conditions de vie. Et à partir de là, les experts de la Banque mondiale ont fait comprendre aux Ivoiriens qu'en réalité, ce taux de croissance ne peut pas profiter au peuple parce que c'est un taux de croissance qui est basé sur des éléments conjoncturels. Et si vous regardez de près le Sénégal, au moment où le gouvernement s'autoglorifie d'avoir obtenu un taux de croissance de 6,9%, donc dans ce même contexte, les enseignants ont failli nous conduire à une année blanche. Le secteur de la santé, les internes sont en grève. Ainsi de suite, on peut lister pas mal de secteurs qui sont en ébullition actuellement. Et vu que nous sommes dans une année préélectorale, il faut quand même, au cas où le gouvernement ne respecterait pas ses engagements, il faut prévoir une année éventuellement blanche dans l'éducation. Et quand vous regardez la structure du taux de croissance au Sénégal, il s'appuie sur deux éléments qui sont également conjoncturels. C'est l'endettement et le coût du prix du baril. On sait que Macky Sall, il a sens, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, d'avoir le baril du pétrole qui est inférieur à $100. Et ce dont il parle par rapport à l'électricité. Le fait que, et ça il faut le reconnaître et s'en féliciter, que depuis que Macky est là, quand même les coupures se sont fait rares. Mais ça, ce n'est pas la résultante d'un bon management ou bien d'une politique de rationalisation des ressources publiques. C'est lié à une contingence internationale qui est indépendante du pouvoir. Et ça, c'est vérifié au courant du mois de mai et du mois de juin. Lorsque le prix du baril a augmenté de quelques dollars, on a assisté au retour des délestages. Et automatiquement, l'État était obligé de subventionner le prix du baril pour stabiliser un peu la fourniture de l'électricité. La conséquence, c'était quoi? C'était comment on l'appelle? C'était la raréfaction des ressources publiques. Vous avez suivi ce fameux scénario-là. Et pour la première fois dans l'histoire politique budgétaire de notre pays, on assista à des coupes budgétaires dans des dépenses sociales au Sénégal à partir du mois de juin. Souvent, les coupes budgétaires, ça se passe au mois d'octobre. Cela a été dû à l'augmentation du prix du baril. Maintenant, si vous regardez l'endettement, qui est également un facteur conjoncturel, qui est lié éventuellement donc, aux dispositions d'un marché international, à la disponibilité d'un marché international ou bien à la confiance d'un marché international à nous prêter de l'argent, mais qui n'est pas lié à une contingence interne. Donc, le taux de croissance n'est pas révélateur d'une bonne santé économique. Parce que la preuve, au moment où vous avez un fort taux de croissance, vous avez des secteurs sociaux en ébullition. Au moment où vous avez un fort taux de croissance, vous avez des entreprises, des PME et des PMI qui ferment boutique. Et si vous revenez également sur le secteur qui tire cette croissance-là, c'est le secteur tertiaire. Quand vous allez dans le secteur tertiaire, ce n'est pas des nationaux qui sont là-bas, ce sont des étrangers. La conséquence, c'est quoi? C'est que le Sénégalais ne profite pas à ce taux de croissance. Il a parlé du PUDC, du PUMA et autres. Je pense que nous, notre génération ne doit pas être la génération des pistes. Ça doit être la génération des routes. Ça ne doit pas être la génération des couvertures, comment on l'appelle, des dispensaires et des districts de santé. Ça doit être la génération des hôpitaux. Et c'est vraiment dommage à ce stade-là de voir des gens de notre génération se glorifier que quelque part on a déversé des tonnes de latérite pour que les gens puissent communiquer entre eux.
Et quand vous regardez la manière dont le budget de l'État est exécuté, vous allez vous rendre compte que 98% du budget de l'État est englouti entre Dakar et Diamniadio. Et ça, on ne peut pas assister à cette forme de répartition des ressources publiques et parler d'équité territoriale. Le défi de notre pays aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les enfants de Sédhiou se sentent au même pied d'égalité vis-à-vis de l'État avec les enfants de Dakar. Le Premier ministre, lors de sa dernière déclaration de politique générale, il avait dit que l'État avait prévu dans son projet de construire 8 nouveaux lycées. Et quand vous regardez ces 8 nouveaux lycées, la plupart de ces 8 nouveaux lycées ne sortent pas de la région de Dakar. Donc ce gouvernement a un problème de priorité. Ce gouvernement a un problème de pilotage. Et ça se vérifie tous les jours. Le pays est de plus en plus dur. Et il y a une expression populaire qui le symbolise de qu'il et il y a encore beaucoup d'autres expressions auxquelles nous allons assister. Alors lui, il prend des notes. Le gouvernement a des problèmes de priorité. Est-ce que l'économie sénégalaise serait aujourd'hui confrontée à des goulots d'étranglement, M. Diallo? Oui, mais avant de répondre à ça, j'aimerais demander à M. Adjouma d'être plus bref dans les développements, parce que sinon, ce sera très difficile de le suivre. Parce que là, je crois qu'il est dans l'arrestation. Il est dans l'arrestation de ses solutions. Je reviendrai tout à l'heure sur ces solutions insolubles comme je le taquine. Et donc, il a parlé de beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr de pouvoir pister les unes et les autres et d'y répondre. Mais revenir tout simplement, peut-être commencer par là où il a terminé le problème de priorité. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que dans un pays en voie de développement, dans un pays pauvre comme le nôtre, en réalité, tout est priorité. Chacun, là où il est, ce dont il a besoin est sa priorité. Et quand le gouvernement de la République prend des mesures pour satisfaire cela, lui, il est heureux, bien que d'autres qui ne sont pas directement impactés par cela puissent considérer que ce n'est pas utile. Il a dit que ceux de notre génération, etc., ce qu'ils veulent, c'est des routes. Mais aussi, il faut être lucide. Il faut être lucide. L'argent, nous ne sommes pas des magiciens qui, n'est-ce pas, par un claquement de doigts, pouvons mobiliser toutes les ressources dont nous avons besoin pour faire des routes. Si cela était possible, évidemment, il n'y aurait pas un pouce de ce 1 km² de ce territoire national où il n'y aurait pas de route. Mais nous savons tous comment les routes sont faites, comment on parvient à les faire. Jusqu'à présent, on ne peut pas encore mobiliser une épargne intérieure qui nous permet à nous-mêmes de faire les routes, de telle sorte qu'évidemment, on ne peut que procéder par méthode. Faire les grands axes routiers, et ça c'est fait. Ça c'est fait, les grands axes routiers sont faits, pas seulement, je suis désolé, pas seulement dans le cas de la région de Dakar et Diamniadio, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, partout les axes routiers sont faits. C'est des programmes chiffrés à plusieurs milliards, dont certaines sont déjà fonctionnelles, d'autres sont en phase de réalisation très, très avancée. Donc de ce point de vue-là, ça c'est important. Pour les pistes, vous imaginez quelqu'un qui est là, qui habite dans un village à 30 ou 40 km de la route nationale, qui paye ici 1 000 francs dans un Ndiagandiaï, qui arrive à Khombol, qui est obligé de louer un clando pour qu'il le ramène à 10 km et de payer 6 000 alors qu'il a payé ici 5 000. Celui-là, si on lui fait une piste qui permet à un clando de venir le transporter, etc., et de ramener ses charges, le prix de son transport de 6 000 ou 10 000 francs pour la location d'un clando à 500 ou 400 francs, celui-là, sa priorité c'était ça. Sa priorité c'était d'être désenclavé. Et les pistes virales ont pour vocation le désenclavement. Les productions qui pourrissent à l'intérieur. Vous allez en Casamance, vous allez à Sédhiou, vous allez à l'intérieur du Ferlo, un peu partout. C'est des producteurs qui sont là-bas, c'est des éleveurs, c'est des agriculteurs, et dont les produits pourrissaient là-bas parce qu'il n'y avait pas de piste pour pouvoir justement permettre à des camions de venir prendre la marchandise et de pouvoir l'écouler. Si ces gens-là, le gouvernement de la République, construit des pistes de production pour permettre à leur production, n'est-ce pas, d'être transportée, eux, leur priorité a été réglée. Si des lutteurs qui pendant très longtemps, etc., à chaque fois ont voulu lutter, parce que la lutte aujourd'hui, par la force des choses, est devenue un sport national au niveau du Sénégal, qu'on le veuille ou non. Si ces gens-là, pendant longtemps, ont voulu avoir un lieu à eux dédié pour pratiquer leur activité, si le gouvernement de la République, n'est-ce pas, par le biais de la coopération, parvient à leur trouver, n'est-ce pas, une arène où ils pourront
véritablement s'adonner à cette activité, leur priorité a été réglée. Vous me parlez d'abris provisoires 6 000. Je dis que les abris provisoires, évidemment, c'est le résultat d'une politique. C'est le résultat d'une politique de massification des effectifs qui a été faite dans les années passées, sans pour autant que le travail de construction suive. On a eu des écoles virtuelles qui ont été, dans le gouvernement précédent, à créer des écoles virtuelles qui n'existaient que sur le papier. Les gens faisaient des cours dans des hangars, les gens faisaient des cours l'après-midi dans les écoles élémentaires, etc. etc. Donc, si aujourd'hui le gouvernement de la République est en train de faire un travail de résorption de ces abris, il y a un programme de construction de 7000 salles de classes supplémentaires pour réserver ces abris provisoires. Mais je dis, ne nous leurrons pas. Nous ne sommes pas à un niveau où véritablement on peut se lever un bon matin, un gouvernement qui arrive en 5-6 ans, se dire que voilà, j'ai fait une politique qui permet de régler tous ces problèmes. Cela n'est pas possible. Celui qui dit qu'il peut le faire verse dans du populisme primaire. Le populisme étant entendu que c'est celui qui le dit, c'est celui qui essaie de voir ce que les populations veulent entendre et leur dire que je suis capable de le faire une fois que je suis élu, tout en sachant que le jour où par un accident de l'histoire, vous serez élu, vous vous rendrez compte qu'il y a un décalage entre ce que vous aviez promis et ce que vous êtes en mesure de faire. D'accord. L'actu, c'est également les propos de Sonko qui ont fait mouche ces derniers jours. Alors, Sonko et ses connexions dangereuses avec Daesh, Sonko serait-il un djihadiste? Je ne dirais pas que Sonko est un djihadiste. Et je n'ai pas suivi leur manifestation de la place de l'Obélisque, mais par la suite, j'ai suivi Ahmed Khalifa Niasse et je dois avouer que j'avais même fait personnellement un post pour dire que véritablement, s'il faut attaquer Sonko, il faut l'attaquer sur les idées et non pas sur des accusations, parce que pour moi, Sonko djihadiste ou Sonko qui appartiendrait à Daesh, c'est énorme. Donc ça, je ne le cautionne pas. Mais cela dit, Sonko aussi n'aide pas les gens à ne pas faire ce débat-là, parce que, curieusement, par un retournement de situation, aujourd'hui, on est dans une situation où il y a une vidéo qui circule et où ce même Sonko, n'est-ce pas, dans son emportement, je dirais que c'est un emportement, peut-être que c'est quelque chose qui lui a échappé, a quand même parlé de fusiller des chefs d'État, et je crois que ça, ce n'est pas un discours acceptable de la part de quelqu'un qui aspire à être le président de la République du Sénégal. Ce discours n'est pas acceptable. De ce point de vue-là, je critique cela, mais son appartenance à Daesh, ça, pour moi, c'est trop. Il y a des choses que l'adversité politique ne doit pas autoriser. D'accord. Alors, je suis terroriste parce que je l'ai terroriste, pour reprendre les propos d'Ousmane Sonko, qui revient également pour dire que tous les chefs d'État du Sénégal devraient être fusillés parce qu'ils n'ont rien fait pour la population du Sénégal. Des mots trop forts, des mots de trop. Bon, d'abord, je dirais que si le populisme, c'est aimer son peuple, c'est se sentir comme étant quelqu'un qui vient de son peuple, c'est partager avec son peuple son histoire, son goût, c'est assumer avec son peuple ses gestes et également se projeter avec son peuple vers des avenirs meilleurs que la situation dans laquelle ce peuple-là est maintenu depuis 1960. Nous assumons notre populisme. Ceci étant dit, je pense que ce à quoi nous avons assisté depuis le 16 septembre, qui coïncide avec la publication et la présentation de l'ouvrage Vision du frère Ousmane Sonko, n'est pas digne de notre époque, n'est pas digne de notre démocratie. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple est en avance sur l'élite politique. Ce que le peuple veut, ce n'est pas le spectacle auquel il assiste. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons revenir à plus de sérénité. D'autant plus que ce que le frère président Ousmane Sonko a dit récemment et qui a été sorti de son contexte, il faut le dire également, il n'est pas le premier à le dire. Je pense que Souleymane Ndéné Ndiaye a dit ici devant tout le monde que les transhumants devraient être fusillés. À l'époque, je pense qu'aucun n'a pensé créer un lien entre Souleymane Ndéné Ndiaye et un quelconque réseau djihadiste ou terroriste. Le fait aujourd'hui que les propos de Sonko soient liés donc, à ces formes de structures d'organisation criminelle, je pense que c'est la continuité d'une chose
à laquelle nous assistons depuis le 6 septembre, c'est-à-dire ouvrir un contre-feu pour faire en sorte que les gens ne parlent plus des propositions qui sont dans ce livre-là. Juste pour dire que Sonko est le président d'un parti politique qu'il n'a pas créé. Moi, je n'étais pas là quand on mettait en place le parti, mais j'ai eu la chance de visiter la mémoire de l'Assemblée générale constitutive et tous les débats périphériques qui ont eu lieu donc, au moment avant l'Assemblée constitutive de Pastef. Et dans tous les noms qui ont été choisis au départ, vous ne retrouverez pas le mot islam. Mais j'ai eu la chance en décembre 2016 d'assister au séminaire de modification des statuts du parti. Et aussi bien dans les anciens statuts que dans les nouveaux statuts, le parti a pris l'option claire d'être un parti républicain qui compte conquérir le pouvoir par la voie démocratique. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous avons vu que la loi sur le parrainage, qui est une loi antidémocratique au passage, a été votée, nous avons décidé que, compte tenu des engagements que nous avons pris à travers nos textes, d'aller collecter des signatures. Tout simplement pour vous dire, à l'état actuel, le fait de croire que Ousmane Sonko, en disant cela, voulait dire qu'il va fusiller tous les chefs d'État, pour moi, croire à ça, c'est faire preuve de mauvaise foi. D'autant plus que nous sommes un parti légaliste, de mesure nous accédons au pouvoir, nous allons faire avec l'environnement pénal, normatif pénal qui est en cours. Maintenant, dans quel contexte Ousmane Sonko a dit ça? Il était dans une tournée, à l'image du médiateur de la République, Cissé, Alioune Badara Cissé. Il a vu une situation de calamité, peut-être qu'il n'a pas eu l'habitude de voir, parce que c'est quelqu'un qui est né à Thiès, qui a fait une partie de ses études dans le centre du Sénégal et une autre partie à Ziguinchor dans un centre urbain. Et quand il a obtenu son bac, il est allé faire ses études à Saint-Louis. Donc c'est quelqu'un qui est habitué avec les situations auxquelles nous sommes tous habitués dans le centre du Sénégal. Donc qui un jour décide, dans le cadre de ses activités politiques, d'aller à la rencontre du pays. Et qui découvre des situations de précarité qu'il n'a jamais vues auparavant. Et je pense que ce qui lui a fait parler, ce n'est pas réellement des intentions qu'il compte mettre en œuvre, mais c'est sur la base d'une réalité qu'il a vue. Et je pense que dans le langage commun et populaire, on a souvent tendance à parler ainsi, sans pour autant avoir l'intention réelle, si la situation se présente, de faire avec. Maintenant, ce que je condamne et ce que je trouve regrettable, ces propos ont été tenus, je pense, il y a de cela 9 mois. Le fait que ces propos soient ressortis dans le contexte actuel, nous fait que nous sommes convaincus que c'est parce que le camp d'en face n'a pas d'argument à opposer aux solutions que Ousmane Sonko a présentées dans son livre. Et qui connaît Ousmane Sonko, c'est que c'est quelqu'un qui est le prototype d'un Sénégalais et qui entretient de bons rapports avec les familles religieuses. Moi, je peux vous en dire quelque chose. C'est quelqu'un qui est fréquemment à Touba, qui est fréquemment reçu à Tivaouane, qui a été invité à aller visiter la Khalife générale de Medina Baye récemment, et qui est quelqu'un qui est entouré de gens qui viennent de toutes les confréries. Lors des législatives, la deuxième personne qui était après Ousmane Sonko, deuxième sur notre liste nationale majoritaire, c'est une Yaye Fall. Notre trésorier général est un fervent talibé mouride. Notre adjoint, notre numéro 2 du parti, sa maman est de la famille de Thiès. Donc nous sommes un parti sénégalais. Maintenant, vouloir faire des accusations sans pour autant apporter les preuves, parce que moi qui vous parle, je suis d'une confrérie. Toute ma famille a entretenu des liens très étroits avec le mouridisme, mais également avec la Tidjane. Et je suis un responsable. J'ai une famille, je suis avec Ousmane Sonko sur la base de principes et de convergence de points de vue sur comment doit être le Sénégal. Je suis républicain et démocrate. Donc ce qu'ils disent, eux qui sont loin de Ousmane, si nous le savions de lui, certainement je ne serais pas là à parler à son nom. Il y a aussi une photo où on voit Ousmane Sonko se prosterner devant un marabout. Ça aussi, ça fait partie un peu de la politique. Bon, moi je pense que ça également, je pense que ça contredit ce que les autres disent. C'est une manière pour moi de magnifier le rôle important de ces figures-là en termes de régulation sociale, mais en termes de stabilité sociale. Parce que je le disais tantôt, le Sénégal est assis sur un pacte qui lui garantit sa stabilité. C'est le pacte entre les élites politiques et les élites confrères. Ça, nous le savons. Maintenant, là où nous différons avec les autres, nous voulons réguler les rapports entre l'État et les confréries pour que ça ne soit pas au vide, que des manipulateurs ou des opportunistes peuvent s'en saisir pour faire ce que bon leur semble. Je pense que dans la vie quotidienne, nous tous, nous avons notre façon de glorifier notre marabout. Et Ousmane Sonko a eu la possibilité, il l'a fait.
Et je pense que c'est une image qui montre que c'est quelqu'un qui donne à ces gens-là le rôle qu'ils méritent réellement dans la société sénégalaise, contrairement aux idées reçues, contrairement à cette campagne de dénigrement, d'accusation gratuite qui n'est pas digne de notre époque. Notre époque, c'est l'époque des débats d'idées et des débats programmés. Ce n'est pas l'époque des égos. Mais malheureusement, le système a sa culture politique, c'est la culture de l'ego, c'est la culture de l'évitement des véritables problématiques qui secouent le peuple. Et c'est dommage. Et ça, les jeunes ne l'acceptent pas. Les Sénégalais ne vont pas l'accepter. Le peuple sait, il comprend et il a choisi. Et c'est ce qui fait peur au camp. Alors, le camp d'en face que vous incarnez, le parti APR, apparemment, vous n'aurez pas d'arguments et vous prenez une campagne de dénigrement vis-à-vis de Ousmane Sonko Diallo. Ça me fait rire un peu parce qu'on n'a pas d'argument. En réalité, si on a des arguments parce que nous, en fait, on a même dépassé le stade des arguments ou dans le sens de promesses. Nous, on est dans le cadre d'un bilan à défendre. Comme on dit en Wolof, donc on n'est plus dans la théorie, on est dans le temps de l'action. Cette action qui fait que ce gouvernement de la République a mis des réalisations un peu partout dans le pays. Et sauf à vouloir être nihiliste, véritablement, c'est des choses qui sont visibles. Mais permettez-moi tout simplement de rebondir un peu sur ce que l'ami Adjumoso a dit tout à l'heure. Faut dire tout simplement que, comme on dit, moi je disais tout à l'heure que Sonko peut-être a péché par erreur de jeunesse, peut-être, je ne sais pas, etc. Mais voilà, il y a un champ lexical de la terreur qui irradie le discours. La dernière fois, c'était les fonds politiques sont haram. Régulièrement, c'est etc. Tuer, fusiller, fusiller des chefs d'État, c'est haram. Et c'est de ce point de vue-là que je me dis que peut-être qu'il fait des erreurs de communication parce que ce champ lexical-là, c'est le champ lexical de la terreur et qui peut renvoyer à un type de gouvernance que nous n'aimons pas dans ce pays. Et je pense que tous les patriotes avec grand P, parce qu'ils sont les patriotes avec le petit P, tous les patriotes, n'est-ce pas, avec grand P, ne veulent pas de ce champ lexical de la terreur, ne veulent pas de ces sous-entendus, etc., qui peuvent faire penser que demain, peut-être, on serait amené à des situations extrêmes. Autre chose, c'est que je suis surpris d'entendre mon vis-à-vis dire que Sonko vient tout simplement de découvrir le Sénégal des profondeurs. Et pour quelqu'un qui crée un parti politique et qui se dit qu'il est prêt à assumer le pouvoir, si véritablement c'est au moment même où il a déclaré qu'il veut assumer le pouvoir, c'est en ce moment-là qu'il fait des visites à l'intérieur du pays pour être dans des situations de voir la misère des compatriotes, je me dis qu'on a mis les charrues avant les bœufs. Il fallait peut-être connaître le pays avant de vouloir s'engager. Donc pour moi, c'est une situation qui est une situation paradoxale. Et donc, c'est par cette inversion-là que je voulais répondre à son questionnement. Alors, on est presque au terme de cette émission. Alors, Adjumoso, vous avez 2 minutes pour convaincre les Sénégalais, disons, de la pertinence des idées de Sonko, de la candidature de Sonko. Pourquoi Sonko, les Sénégalais doivent, je veux dire, voter pour Sonko? Ok, merci beaucoup à Samba Arlo. Juste pour revenir 30 secondes sur ce qu'il venait de dire, on sait tous que Macky Sall, il est resté au pouvoir, il est entré en politique depuis les années 80. Et je pense que c'est à partir de 2008-2009 qu'il a pris quand même la décision d'aller à la rencontre des Sénégalais. Et donc je pense que cette façon de faire quand même n'est pas à mesure de nous donner quand même des leçons en termes d'appréhension et de connaissance du vécu des Sénégalais. Maintenant, ceci étant dit, moi qui vous parle, je l'ai dit tantôt, je suis comme tous ces jeunes-là qui ont choisi d'aller avec Ousmane Sonko. Parce que tout simplement, on a observé le paysage politique sénégalais et on avait vu que vraiment les valeurs n'étaient pas assez valorisées par l'élite politique. Et qu'en vérité, les 40 ans d'investissement dans l'éducation avaient quand même permis au Sénégal d'avoir les ressources humaines qui avaient la technique, l'expérience, les compétences pour véritablement nous épargner ce que nous sommes en train de vivre, ce que le peuple est en train de vivre. Mais malheureusement, c'est les valeurs qui manquaient. Et je pense que c'est ça qu'on a retrouvé chez Ousmane Sonko.
C'est quelqu'un qui, dans une réunion, nous avait dit clairement que le jour où je sentirai que je suis en train de dire une chose à laquelle je ne crois pas, ce jour-là, je vais abandonner la politique. Que je ne mangerai jamais un franc qui ne m'appartient pas. Et je pense que son parcours dans l'opposition, depuis qu'il a commencé à faire la politique, mais également ses 15 ans dans l'administration publique, au cours desquels il a publié ses comptes et a demandé aux services de police et de justice de faire des enquêtes pour voir si ces comptes-là, dont le solde était estimé à 239 000 francs, ne correspondaient pas donc à la réalité de ses avoirs, qu'il le poursuit. Et je pense que depuis qu'il a fait cette déclaration jusqu'à présent, il nous confronte dans l'idée que le fait de le choisir, c'est le bon choix. Deuxième chose, il est le président d'un parti où la plupart de ceux qui composent le parti, notamment les cadres, donc, ont compris que le problème que le pays a aujourd'hui, ce n'est pas en réalité un problème d'homme. Nous, Macky Sall n'est pas notre adversaire. Notre adversaire n'a pas de visage. Notre adversaire, c'est le système. C'est un système de pensée, un système de faire, une pratique qui a été installée par le colon et dont l'élite politique n'a pas eu le courage de rompre. Tout à l'heure, nous, on n'a pas de problème quand on tente de nous diaboliser. Abdoulaye Wade a connu cette forme de diabolisation qu'Ousmane Sonko est en train de connaître. Mamadou Dia, on a tout fait. On a même volé son cachet et sa signature pour signer un ordre d'arrestation délivré à Serigne Fallou de l'époque. Donc, je sais, nous nous attendons à des attaques beaucoup plus virulentes. Mais nous savons que dans le passé, des gens ont été victimes et nous prendrons les devants pour ne pas tomber dans le piège dans lequel il faut nous tendre. Nous avons choisi Ousmane Sonko, nous avons choisi d'être avec lui parce que son principal programme, c'est de mettre fin à ce système, qui est le système que le colon a laissé ici et que l'élite n'a pas changé. Et le colon, quand il venait, son ambition, c'était de nous opprimer, c'était de nous exploiter. Et il a parlé tout à l'heure d'infrastructure. Mais quand vous regardez même l'assiette territoriale des investissements publics, vous êtes toujours dans cette logique coloniale. La plupart des ressources publiques sont concentrées dans une zone où l'élite sait qu'elle a l'opportunité de tirer le maximum de ressources dans ces zones-là. Et dans les zones qui ne représentent pas beaucoup d'intérêt, l'élite, le système, change pour qu'il n'y ait rien. Donc nous, la première décision que nous allons prendre, c'est de corriger les déséquilibres territoriaux. Il a parlé de pauvreté. Le taux de pauvreté est à 77% dans la région de Kolda. D'accord. Aujourd'hui, les jeunes de Kolda ont du mal à aller dans des classes dignes de son nom. Deuxièmement, comme je l'ai dit tantôt, le problème du Sénégal, ce n'est pas un problème de ressources, comme il l'a dit. Nous avons les ressources et Ousmane Sonko a proposé des réformes qui, si on les fait, nous n'allons même pas recourir à l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, l'emploi est estimé à plus de 700 milliards. Et si on reformait le sous-secteur des mines, nous pourrons engager plus de 809 milliards, plus les 600 milliards que nous allons obtenir si nous reformons la fiscalité. Merci Aldima. Alors, Amadou Demba, en 30 secondes également, comment attiser cette flamme de la confiance entre les Sénégalais et le gouvernement en place? Je dirais que la flamme de la confiance n'a jamais quitté. Maintenant, il y a l'écrit d'Orfray, relié par ceux qui ont voix au chapitre, étant entendu qu'ils ne représentent pas 0,1% de la population nationale. C'est eux qui ont la possibilité, à travers les médias, à travers les journaux, etc., de dire des choses qui font qu'on a une illusion que les choses ne marchent pas et qu'il n'y a pas la confiance. Et je veux dire qu'il y a la confiance. Il y a la confiance parce que depuis que le Macky Sall est là, le gouvernement de la République est allé dans le sens de la satisfaction, comme j'ai dit, des problèmes des citoyens. La première mesure, peut-être je ne pourrais pas développer, avec la fiscalité qui a été réduite pour tous les travailleurs, qui s'était traduite par une augmentation du pouvoir d'achat. Quelles que soient les critiques que l'on peut formuler, les bourses de sécurité sociale, ces gens à qui on donne 25 000 francs par trimestre, c'est des gens qui n'ont jamais rien reçu de l'État, qui ne sont pas des salariés, qui n'ont pas de gens qui travaillent, donc qui pratiquement n'ont jamais rien reçu de l'État. Donc ces gens-là ont ces choses. Dans nos banlieues où avant que Macky Sall n'arrive, le problème principal c'était des inondations. Moi qui vous parle, ma maison a été inondée, j'ai été obligé de déménager. Aujourd'hui, dans les inondations, on n'en parle plus à cause de la restructuration qui se fait au niveau des banlieues, avec la création de nouvelles routes, les routes pavées, avec le système de l'assainissement, la création de nouvelles universités, la recapitalisation de certaines entreprises. Les ICS étaient moribondes avant qu'ils n'arrivent, etc. Malheureusement, je ne peux pas développer, mais je dirais tout simplement que véritablement, entre ce que les gens disent et la réalité, il y a un fossé et l'arbitre, ce sera les élections vers lesquelles nous allons, où les gens se rendront compte que
Macky Sall est très loin d'être impopulaire. C'est la même chose qui s'était passé avec le référendum et on a vu les résultats. Ce sera la même chose au moment de la prochaine présidentielle. Et ce sera en 2019. Merci beaucoup. C'est la fin de ce grand débat qui recevait Amadou Demba Diallo, militant APR, conseiller départemental à Matam, professeur d'histoire géo, mais également Aldiouma Sow, coordonnateur de la section communale de Somone, secrétaire général des opérations électorales du parti PASTEF. C'est fini pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous, ce sera dans 15 jours sur Dakar Actu. Merci à tous.